Tout commence par une rumeur qui grimpe dans la chaleur de Ouagadougou. Des drones occidentaux pourraient bientôt traverser le ciel du Burkina Faso. Pour beaucoup, ce n'est qu'un titre parmi d'autres. Mais dans les rues poussiéreuses, certains y voient c'était une provocation directe. Au centre de ce moment tendu se trouve Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef d'État, dont chaque geste semble peser plus lourd que le précédent. Si ces machines apparaissent vraiment au-dessus du Sahel, ce ne sera pas seulement un test militaire, mais une épreuve de souveraineté pour tout son régime. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas seulement de raconter un coup d'État de plus dans une région déjà instable, mais de comprendre comment Ibrahim Traoré a fait du ciel burkinabé un symbole de rupture avec l'Occident. En suivant pas à pas ses choix, des premières décisions de septembre 2022 jusqu'aux rumeurs de drones, vous verrez comment un conflit apparemment technique autour de l'espace aérien devient un affrontement politique. Le bénéfice est simple. En une vingtaine de minutes, le spectateur saisit pourquoi cette bataille dépasse largement le Burkina Faso. Il découvrira ce que cette confrontation change pour la sécurité du Sahel, pour les alliances militaires et pour l'équilibre entre anciennes puissances coloniales et nouveaux partenaires comme la Russie ou la Chine. Derrière chaque déclaration, derrière chaque base fermée ou chaque city ou chaque accord rompu, se dessine une autre question. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre son autonomie sans mettre en péril la vie quotidienne de ses citoyens? À travers ce parcours, les chiffres, les discours et les réactions populaires permettront de mesurer ce qui se joue réellement derrière la formule souvent répétée de souveraineté nationale. À ce stade du récit, on découvre alors qu'en l'espace de quelques mois, à partir du 1er septembre 2022, le Burkina Faso expulse environ 1500 soldats français, ferme plusieurs bases soutenues par l'Occident et annonce la fin d'accords militaires vieux de décennies. Derrière ces chiffres secs, un changement de cap brutal s'impose à toute la région du Sahel. Pour comprendre ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré, il faut revenir à ce moment précis où un jeune capitaine de 34 ans prend le pouvoir dans un pays épuisé par les attaques djihadistes et les promesses non tenues. Avant son arrivée, le Burkina Faso vivait sous la protection déclarée, mais aussi sous la tutelle implicite des anciennes puissances coloniales. Les troupes étrangères appuyaient bien l'armée locale. Les missions européennes formaient des unités. Les chancelleries parlaient de stabilisation, tandis que de larges portions du territoire échappaient progressivement au contrôle de l'État. Dans ce contexte, beaucoup de citoyens avaient le sentiment que leur sécurité dépendait davantage de décisions prises à Paris, Bruxelles ou Washington que de celles de Ouagadougou. Lorsque Ibrahim Traoré s'impose, il ne se contente pas de promettre une nouvelle stratégie contre les groupes armés. Il fait de la souveraineté le cœur de son discours, en mettant sur le même plan le contrôle du sol et celui du ciel. Les rumeurs de drones occidentaux ne tombent donc pas dans le vide. Elles viennent heurter un récit déjà chargé, où chaque survol étranger est perçu par une partie de la population comme le rappel d'une hiérarchie ancienne que le nouveau pouvoir veut précisément renverser. Dans le même temps, au Mali et au Niger, des débats similaires traversent les états-majors et les rues. Faut-il continuer à s'appuyer sur les partenaires occidentaux ou tourner la page au risque de se retrouver plus isolé? C'est dans ce climat déjà électrique que l'affaire des drones commence à circuler, transformant une question technique de survol en symbole d'ingérence potentielle et de défi frontal lancé au nouveau chef de l'État. Pour suivre cette séquence, il faut choisir un fil conducteur. Ce sera Ibrahim Traoré lui-même, mais vu à travers les regards qui se croisent à Ouagadougou. Il y a d'abord les jeunes qui scandent son nom sur les places, brandissant des drapeaux et des pancartes contre l'ingérence étrangère. Pour eux, le capitaine incarne la possibilité d'une Afrique qui ne demande plus la permission avant de décider de son avenir. Il voit, dans ses discours enflammés, une revanche historique et dans la défense du ciel burkinabé, la dernière frontière d'une souveraineté trop longtemps confisquée. À côté,
D'autres voix restent plus prudentes. Des fonctionnaires, des commerçants, des familles vivant près des zones d'attaque craignent que la rupture avec l'Occident ne fragilise encore davantage un pays déjà sous pression. Ils regardent Ibrahim Traoré comme un pari audacieux, mais risqué, et se demandent combien de temps leur quotidien tiendra sans certain soutien financier ou militaire. Entre ces deux visions, l'armée burkinabé joue un rôle central. Elle doit simultanément absorber le retrait des partenaires étrangers, former de nouvelles recrues, intégrer du matériel venu d'ailleurs et s'adapter à une doctrine de défense de plus en plus centrée sur l'autonomie. Dans ce paysage, chaque annonce, chaque rumeur, chaque discours sur les drones résonne comme un test. Le pays peut-il vraiment tenir sur ses propres jambes ? Ou va-t-il découvrir brutalement le prix de cette indépendance revendiquée ? Pour beaucoup, la réponse déterminera si cette rupture restera un symbole ou deviendra un tournant durable. La chronologie bascule véritablement le 1er septembre 2022. Ce jour-là, un coup d'État porte Ibrahim Traoré au pouvoir dans un Burkina Faso déjà meurtri par les attaques djihadistes et les déplacements de population. Dans les premières semaines, le nouveau régime enchaîne les signaux forts. Annonce de révision des accords militaires, critiques publiques des anciennes puissances coloniales, promesse de reprendre l'initiative sur le terrain sécuritaire. Très vite, un message domine. Le pays doit sortir d'une dépendance stratégique jugée humiliante. La première grande étape est l'expulsion progressive des troupes françaises. Des bases fermes, des convois se retirent, des drapeaux sont descendus sous les yeux des caméras. Les chancelleries occidentales parlent d'erreurs stratégiques, tandis que dans certains quartiers de Ouagadougou, des manifestants y voient une libération attendue depuis longtemps. Dans les discours officiels, Ibrahim Traoré insiste sur le fait que la lutte contre les groupes armés ne peut pas être sous-traitée à des forces étrangères. Il affirme que le Burkina Faso doit pouvoir décider seul qui entre, qui sort et qui survole son territoire. Puis viennent les signes d'un basculement diplomatique plus large. Des ouvertures se multiplient vers la Russie et la Chine, présentés comme des partenaires alternatifs. Dans le même temps, le Mali et le Niger suivent une trajectoire similaire, réduisant à leur tour la place des troupes occidentales sur leur sol. Peu à peu, un effet domino se dessine dans le Sahel, où les anciennes alliances se fissurent et de nouveaux axes se tissent. Pour les capitales européennes, la région, autrefois considérée comme un espace d'influence stratégique, devient un terrain d'incertitude. C'est dans ce contexte que surgissent les rumeurs de drones occidentaux. Au départ, ce ne sont que des échos, des discussions entre civils et militaires, des articles de presse évoquant des scénarios d'observation ou d'intervention. Mais l'idée qu'un appareil étranger puisse traverser le ciel du Burkina Faso après l'expulsion des troupes étrangères choque une partie de l'opinion publique. L'espace aérien, jusque-là traité comme un dossier technique, devient un symbole politique chargé. On ne parle plus seulement de pistes, de radars ou de trajectoires de vol, mais de dignité nationale. La réaction d'Ibrahim Traoré culmine lors d'un discours télévisé où il prévient que si ces drones viennent, ils trouveront le pays debout. La formule circule aussitôt dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour ses soutiens, c'est la preuve qu'il ne reculera pas face aux pressions. Pour ses critiques, c'est un pari dangereux qui risque d'entraîner le Burkina Faso dans une confrontation qu'il n'a pas les moyens de soutenir. Dans les jours qui suivent, des exercices militaires se sont organisés, des unités d'élite sont mobilisées, et la préparation à une possible intrusion aérienne devient un élément central du récit officiel. Enfin, la chronologie ne s'arrête pas aux frontières nationales. Au Mali et au Niger, les autorités observent ces développements de près. Elles y voient la confirmation qu'un nouveau type de bras de fer est en train de naître entre une partie du Sahel et les puissances occidentales. La séquence rumeurs de drones, avertissement public, mobilisation symbolique
contribue à installer durablement Ibrahim Traoré comme l'un des visages les plus visibles de cette nouvelle génération de dirigeants africains, prêts à assumer le risque d'un affrontement politique ouvert avec l'Occident. Pour mesurer l'impact des choix d'Ibrahim Traoré, il faut quitter un instant les slogans pour regarder quelques chiffres. Selon les données évoquées par les autorités burkinabées, environ 1500 soldats français quittent le pays après la rupture des accords militaires. Cette réduction d'environ 30% de la présence militaire étrangère ne touche pas seulement les opérations aériennes au sol, mais aussi les missions de formation et de renseignement qui structuraient une partie de la stratégie sécuritaire. En quelques mois, l'architecture de défense appuyée sur l'Occident est profondément remaniée. Dans le même temps, des sondages réalisés en 2023 font état d'un soutien massif à la politique de souveraineté mise en avant par le pouvoir. Près de 85% des personnes interrogées se déclareraient favorables à la ligne défendue par Ibrahim Traoré. Ce type de chiffre, même à manier avec prudence, illustre une réalité politique importante. Le discours de rupture résonne fortement auprès d'une large partie de la population, qui voit dans la fermeture des bases étrangères un geste de dignité retrouvé plus qu'un simple réajustement stratégique. La popularité interne vient ainsi compenser, au moins à court terme, certains risques d'isolement extérieur. Sur le plan militaire, les autorités mettent également en avant la montée en puissance de leurs propres forces. En 2022, environ 5000 nouvelles recrues sont formées, portant l'effectif total de l'armée burkinabé à plus de 15 000 soldats. Ces unités supplémentaires sont équipées progressivement de nouveaux systèmes de défense, notamment des radars et des capacités liées aux drones, souvent acquis dans le cadre de partenariats renforcés avec des pays comme la Russie. L'objectif est clair, montrer que le retrait des instructeurs occidentaux ne rime pas avec renoncement, mais avec réorganisation autour d'une logique de contrôle national. Du côté des échanges internationaux, les mêmes sources signalent une hausse marquée des importations de matériel militaire russe, estimée à environ 40% en 2023. Ce déplacement des flux illustre la réorientation des alliances. Là où le Burkina Faso s'appuyait autrefois sur l'Europe pour une partie de son équipement, il regarde désormais vers d'autres fournisseurs. Dans le même temps, certains financements occidentaux diminuent, sans pour autant s'effondrer totalement, créant un paysage hybride où l'ancien et le nouveau coexistent pendant une période de transition incertaine. Pris ensemble, ces indicateurs montrent que la stratégie assumée par Ibrahim Traoré produit des effets rapides et mesurables, sans résoudre pour autant la question centrale: savoir si cette montée en autonomie permettra à moyen terme de stabiliser un pays toujours confronté aux attaques djihadistes et aux tensions régionales. Les courbes et les pourcentages ne disent rien à eux seuls du coût humain d'une éventuelle escalade, mais ils rappellent que le Burkina Faso a déjà engagé une transformation profonde de sa place dans le jeu géopolitique du Sahel. Dans les mois qui suivent, d'autres données viendront probablement affiner ce tableau, qu'il s'agisse de l'évolution des attaques, des déplacements de population ou de la performance réelle des nouvelles unités déployées. Mais même sans disposer encore de séries statistiques complètes, une chose apparaît déjà. La politique de souveraineté n'est pas seulement un slogan. Elle se traduit par des choix budgétaires, des contrats d'armement et une redéfinition concrète des appuis extérieurs sur lesquels le pays accepte de s'appuyer. Autour d'Ibrahim Traoré, deux lectures opposées coexistent et méritent toutes deux d'être entendues. La première, portée par nombre de ses partisans, affirme que le Burkina Faso n'avait tout simplement plus le choix. Selon eux, des années de présence militaire occidentale n'ont pas empêché l'extension des groupes djihadistes, ni la multiplication des zones hors contrôle. Dans cette perspective, rompre avec ce modèle, expulser les troupes étrangères et reprendre la main sur l'espace aérien ne serait pas un caprice idéologique, mais la condition nécessaire pour reconstruire une stratégie de défense réellement nationale. La forte adhésion mesurée par les sondages est alors interprétée comme la preuve
que la société burkinabé veut tenter une autre voie, quitte à assumer une période de turbulence. La seconde lecture met en garde contre les effets potentiellement dévastateurs de cette rupture. Les critiques estiment qu'en se coupant d'alliés disposant de moyens logistiques, de renseignements et de financement importants, le pays prend le risque de se retrouver plus exposé que jamais. Ils évoquent la possibilité d'un isolement diplomatique, de sanctions économiques, d'une baisse durable de l'aide internationale, et rappellent que les groupes armés profitent souvent des vides laissés par le retrait d'acteurs puissants. Selon eux, la réorientation vers la Russie ou la Chine ne garantit pas une autonomie réelle, mais pourrait ouvrir la voie à d'autres formes de dépendance, centrées cette fois sur l'accès aux ressources naturelles et au marché. Face à ce face-à-face, la trajectoire d'Ibrahim Traoré peut être lue comme une tentative de tenir ensemble deux exigences contradictoires. Préserver la souveraineté nationale tout en évitant que le pays ne bascule dans une vulnérabilité accrue. Les données disponibles, qu'il s'agisse du retrait des troupes ou de la montée en puissance des forces locales, montrent que quelque chose a effectivement changé. Reste à savoir si ce changement renforcera à terme la capacité du Burkina Faso à se défendre, ou s'il ne fera que déplacer les lignes de dépendance dans un contexte régional toujours plus instable. Sous ce ciel, tout se reconfigure. Au milieu du récit, un basculement discret mais déterminant apparaît. L'espace aérien du Burkina Faso n'est plus seulement un couloir technique pour des appareils militaires, il devient le théâtre principal d'un bras de fer symbolique entre un État qui revendique sa souveraineté et des puissances qui veulent conserver une capacité d'action dans la région. Les rumeurs de drones occidentaux jouent ici le rôle de déclencheur. Ce possible survol ne signifierait pas forcément une offensive immédiate, mais il serait perçu par une partie de la population comme par les autorités, comme la preuve que la rupture affichée n'est pas pleinement respectée. En réaction, Ibrahim Traoré durcit sa posture de défense du territoire, tandis que ses homologues du Mali et du Niger observent attentivement ce qui se passe à Ouagadougou. Le ciel devient ainsi la ligne de front d'un affrontement politique plus large, où se mêlent enjeux de sécurité, rivalité d'influence et quête de reconnaissance pour des régimes qui se présentent comme les porte-voix d'une autonomie africaine renouvelée. À partir de ce moment, chaque rumeur d'incursion aérienne pèse comme un test grandeur nature. Les conséquences concrètes des choix d'Ibrahim Traoré se lisent d'abord dans la vie quotidienne des Burkinabés. Pour de nombreux habitants des villes, la fermeture des bases étrangères et le discours de fierté nationale créent un sentiment de reprise de contrôle symbolique. Certains y voient un motif d'espoir, la preuve que leur pays refuse de rester cantonné au rôle de terrain d'opération pour d'autres. Mais dans les zones rurales exposées aux attaques, l'incertitude demeure forte. Les habitants veulent savoir si les nouvelles forces déployées seront capables de protéger leur village mieux que les dispositifs précédents. Pour les acteurs économiques, la période qui s'ouvre ressemble à une traversée étroite. La perspective de sanctions, de retrait d'investissements ou de diminution d'aide inquiète une partie des entreprises locales qui dépendent encore de circuits commerciaux liés à l'Europe. En même temps, les ouvertures vers la Russie, la Chine ou d'autres partenaires non occidentaux suscitent l'espoir de nouveaux contrats, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie ou des matières premières. Entre ces deux pôles, beaucoup d'entrepreneurs adoptent une attitude pragmatique. Ils tentent de s'adapter au nouveau discours officiel tout en gardant un œil sur la réaction des marchés et des bailleurs. Au niveau régional, le Mali et le Niger sont directement concernés. En suivant une trajectoire proche de celle du Burkina Faso, ces deux pays contribuent à la formation d'un bloc sahélien qui cherche à réduire l'emprise des anciennes puissances coloniales. Cela ouvre la voie à une coopération militaire renforcée entre voisins, mais complique les relations avec certains partenaires occidentaux qui voient leur marge de manœuvre se réduire. La lutte contre les groupes djihadistes devient alors un enjeu partagé, mais aussi un terrain de concurrence entre modèles de sécurité, celui porté par les nouvelles alliances
et celui défendu par les dispositifs internationaux préexistants. Pour les puissances occidentales, enfin, les décisions d'Ibrahim Traoré obligent à revoir en profondeur les stratégies africaines établies depuis des années. La perte de base, le recul de certains accords, la montée en légitimité de régimes qui revendiquent une rupture avec l'ordre ancien remettent en cause des habitudes diplomatiques et militaires. Des discussions se multiplient dans les capitales européennes et à Washington pour savoir s'il faut chercher à renouer le dialogue, durcir les sanctions ou laisser ces États explorer leur nouveau partenariat. Derrière ces débats, une question transversale s'impose. Jusqu'où accepter qu'un pays comme le Burkina Faso redéfinisse unilatéralement les termes de sa coopération sans que cela ne crée un précédent pour d'autres régions sous forte influence occidentale? Au total, les effets immédiats de la ligne défendue par Ibrahim Traoré ne se résument ni à une victoire nette, ni à un échec manifeste. Ils dessinent plutôt un paysage mouvant, où chaque acteur tente de tester les limites du nouveau rapport de force, dans un Sahel déjà fragilisé par les violences armées et les crises humanitaires récurrentes. En regardant les 6 à 12 prochains mois, 3 grands scénarios se dessinent pour le Burkina Faso et pour Ibrahim Traoré. Le premier, le plus optimiste, verrait une stabilisation progressive de la situation. Dans cette hypothèse, les nouvelles alliances concluées avec des partenaires comme la Russie se traduiraient par une amélioration réelle des capacités de défense, tandis que la coopération régionale avec le Mali et le Niger gagnerait en efficacité. Les attaques djihadistes resteraient présentes, mais seraient mieux contenues, et les tensions avec l'Occident se limiteraient à des affrontements diplomatiques gérables. Le pays pourrait alors revendiquer d'avoir affirmé sa souveraineté sans sombrer dans le chaos. Le deuxième scénario, plus probable selon certains observateurs, repose sur un isolement croissant du Burkina Faso. Les relations avec les anciennes puissances coloniales se durciraient, avec des restrictions économiques, des programmes d'aide réduits et une méfiance accrue des investisseurs. Les nouvelles alliances ne compenseraient-ils que partiellement ces pertes, créant un climat de pénurie et de frustration. À l'intérieur, des tensions politiques pourraient apparaître entre ceux qui veulent maintenir la ligne dure et ceux qui plaident pour un compromis afin de soulager l'économie. Dans un tel contexte, l'autorité d'Ibrahim Traoré serait mise à l'épreuve par la réalité quotidienne. Le troisième scénario, le plus sombre, serait celui d'une escalade ouverte, une intervention directe, par exemple sous la forme de frappes ciblées ou de survols répétés, provoquerait un état de confrontation permanente entre le régime et certaines puissances occidentales. La rhétorique de résistance serait renforcée, mais le pays risquerait de devenir un champ de bataille où se mêlent forces gouvernementales, groupes djihadistes et acteurs extérieurs. Les conséquences humanitaires seraient lourdes, et le mouvement régional de contestation de l'influence occidentale pourrait se radicaliser davantage. Entre ces 3 chemins, aucun n'est écrit d'avance. Le choix des acteurs étrangers, la capacité des autorités burkinabées à renforcer leurs institutions et la résilience de la population détermineront si la stratégie actuelle ouvre une fenêtre vers une autonomie plus solide, ou si elle plonge le pays dans une spirale de tensions difficile à maîtriser. Pour le spectateur, comprendre ces scénarios ne signifie pas prédire l'avenir, mais identifier les mécanismes à l'œuvre. Comment une décision sur les drones, les bases clossées ou les alliances peut, par enchaînement, modifier la trajectoire d'un État et de toute une région. Au-delà des cartes et des chiffres, cette histoire touche directement celles et ceux qui regardent depuis d'autres pays africains, depuis l'Europe ou depuis la diaspora. Pour un étudiant de Bamako, de Niamey ou de Dakar, le parcours d'Ibrahim Traoré peut apparaître comme un symbole, celui d'une génération qui refuse d'accepter comme immuables les équilibres hérités de la colonisation. Pour un travailleur burkinabé installé à l'étranger, suivre les événements de Ouagadougou signifie souvent osciller entre fierté et inquiétude.
entre le désir de voir son pays debout et la peur des conséquences concrètes d'une confrontation prolongée. Pour des citoyens européens, habitués à entendre parler du Sahel à travers le prisme de la lutte antiterroriste ou de la migration, la séquence ouverte par ce jeune capitaine oblige à changer de focale. Elle rappelle que derrière chaque coopération sécuritaire se jouent aussi des enjeux de pouvoir, des perceptions de domination et des demandes de respect. Comprendre ce que défend Ibrahim Traoré, sans adhérer automatiquement à toutes ces décisions, permet de saisir pourquoi une partie des sociétés africaines accueille avec enthousiasme son discours de souveraineté. Enfin, pour les responsables politiques, les journalistes, les enseignants ou les militants qui s'interrogent sur l'avenir des relations entre l'Afrique et le reste du monde, cette trajectoire offre un cas d'étude concret. Elle montre comment des choix très spécifiques, expulser des troupes, contrôler le ciel, redéfinir les alliances, peuvent être recomposés en profondeur le paysage géopolitique d'une région. Elle pose aussi une question simple mais exigeante. Comment parler de sécurité, de développement et de dignité sans réduire les sociétés concernées à des terrains d'expérimentation pour des stratégies décidées ailleurs? Si l'on cherche à esquisser une voie de sortie durable pour le Burkina Faso, plusieurs pistes se dégagent à partir des éléments déjà en place. La première consiste à consolider les institutions internes, en particulier l'armée et l'appareil de sécurité. Cela implique de poursuivre la formation des nouvelles recrues, de renforcer la chaîne de commandement et d'améliorer la coordination avec les communautés locales, qui fournissent souvent des informations précieuses sur les mouvements des groupes armés. Sans cette base, aucune stratégie de souveraineté ne peut tenir dans la durée. La deuxième piste touche à la diversification des partenariats. Rompre avec certaines puissances historiques ne signifie pas se fermer au monde. Il s'agit plutôt, pour un pays comme le Burkina Faso, de négocier des accords plus équilibrés, qu'ils soient conclus avec la Russie, la Chine ou d'autres acteurs régionaux, en veillant à ce que les engagements en matière de ressources naturelles, de bases militaires ou de soutien financier restent compatibles avec les objectifs de long terme. Plus les interlocuteurs sont nombreux, plus la marge de manœuvre peut théoriquement s'élargir. La troisième piste concerne la dimension régionale. Face à des menaces transfrontalières, aucun État du Sahel ne peut agir seul. Renforcer les mécanismes de coopération entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et leurs voisins est essentiel pour partager le renseignement, coordonner les opérations et éviter que les groupes armés ne se déplacent simplement d'un territoire à l'autre. Enfin, une quatrième piste, plus discrète mais décisive, consiste à maintenir des canaux de dialogue, même minimaux, avec les puissances occidentales, afin de limiter le risque de malentendus pouvant conduire à une escalade non désirée, notamment dans le domaine sensible de l'espace aérien. Au fil des mois, la silhouette d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme l'un des symboles les plus commentés de cette nouvelle phase politique en Afrique de l'Ouest. Pour certains, il reste avant tout un officier de l'armée parvenu au pouvoir dans un contexte de crise. Pour d'autres, il représente une rupture assumée avec un ordre international jugé déséquilibré. Quelle que soit la lecture, son nom est désormais associé à cette image forte d'un ciel burkinabé qu'il refuse de laisser traverser sans condition. Revenir à cette scène, celle d'un discours télévisé où il affirme que « si des drones viennent, ils trouveront le pays debout », permet de mesurer la portée symbolique du moment. Il ne s'agit pas seulement d'une formule destinée à marquer les esprits, mais d'un condensé des tensions, des espoirs et des peurs qui traversent la société. Entre le désir de souveraineté et la crainte des représailles, entre la fierté de rompre avec certaines dépendances et l'angoisse face à l'avenir, le Burkina Faso avance sur une ligne étroite. Dans ce chemin incertain, le ciel au-dessus de Ouagadougou devient une métaphore, celle d'un espace longtemps contrôlé par d'autres, que le pays cherche aujourd'hui à revendiquer comme le sien, malgré tous les risques que cela comporte. À l'heure de conclure,
Cette histoire n'appelle pas seulement à prendre parti pour ou contre Ibrahim Traoré, mais à réfléchir à ce que révèle ce bras de fer autour du ciel burkinabé. Que signifie, au XXIe siècle, pour un État africain, affirmer qu'aucun appareil étranger ne doit survoler son territoire sans son consentement explicite? Jusqu'où une quête de souveraineté peut-elle aller sans mettre en péril la sécurité des populations et la stabilité régionale?